L'hiver de 1880 s'abattit sur Valombre, avec une cruauté particulière. Cette petite commune, nichée dans les replis secrets des Alpes suisses, semblait avoir été oubliée par le monde moderne. Ses ruelles pavées serpentant entre des maisons de pierre grise, dont les toits d'ardoise disparaissaient souvent dans les nuages bas. Le village comptait à peine 300 âmes, toutes liées par des générations de mariages et de secrets partagés. Ce soir-là, le 15 novembre, la brume descendait des sommets comme un linceul glacé, s'infiltrant dans chaque recoin, transformant les lanternes à huile en halos fantomatiques. Hélène Moreau regardait par la fenêtre de sa modeste demeure, ses doigts fins crispés sur le rideau de lin usé. À 28 ans, elle portait déjà sur son visage les marques d'une vie difficile. Veuve depuis 2 ans, elle élevait seule son fils Émile, un petit garçon de 5 ans aux boucles dorées et aux yeux d'un bleu profond comme les lacs de montagne. « Émile, viens souper, mon ange », appela-t-elle de sa voix douce, teintée de cet accent alpin qui faisait rouler les consonnes comme des galets dans un torrent. Le silence lui répondit, un silence trop lourd, trop dense pour être naturel. « Émile » répéta-t-elle, une première note d'inquiétude perçant sa voix. Elle parcourut rapidement leur petit logement. La cuisine où mijotait encore la soupe aux légumes, la chambre qu'ils partageaient, le coin où Émile aimait jouer avec ses soldats de bois sculptés par son père défunt. Rien, pas même un jouet abandonné qui aurait indiqué sa présence récente. Le cœur de Hélène se mit à battre plus fort. Elle enfila son manteau de laine brune et sortit dans la rue, la brume l'enveloppant immédiatement de ses tentacules glacés. Ses sabots claquaient sur les pavés humides, résonnant étrangement dans l'air ouaté. Madame Moreau, la voix éraillée du père Dubois, le sacristain, émergea de la brume. C'était un homme voûté par l'âge, aux cheveux blancs clairsemés et aux mains tachées d'encre des registres paroissiaux qu'il tenait depuis 40 ans. « Vous cherchez le petit? Vous l'avez vu ?» demanda-t-elle, l'espoir perçant dans sa voix. Il était près de l'église vers 4 heures, jouant avec des brindilles. Je lui ai dit de rentrer avant la nuit. Le vieil homme secoua la tête. Cette brume, elle n'est pas naturelle. Elle descend trop vite, trop épaisse. Les anciens disaient que quand la montagne pleure ainsi, c'est qu'elle réclame son dû. Hélène ne prêta pas attention aux superstitions du vieillard. Elle remonta la rue principale en appelant son fils, sa voix se perdant dans le coton de la brume. Bientôt, d'autres voix se joignirent à la sienne. Margot, la boulangère, sortit avec une lanterne. Henri, le forgeron, abandonna son âtre pour les rejoindre, ses bras massifs écartant la brume devant lui comme des rideaux. « Le petit Émile a disparu !» cria Hélène, et sa voix porta une détresse si pure que même les chiens du village se turent. En quelques minutes, malgré l'heure tardive et les conditions difficiles, une quinzaine de personnes s'étaient rassemblées sur la place centrale. Leurs lanternes créaient un cercle de lumière tremblante autour de la fontaine de pierre sculptée, vestige d'un temps plus prospère. « Il faut organiser les recherches », déclara Auguste Verdier, le maire, un homme corpulent au visage rubicond qui possédait la plus grande ferme des environs. « Nous formerons des groupes. Henri, tu prends la route vers le col. Margot, vérifiez les granges et les étables. Et vous, Madame Moreau, restez ici au cas où il reviendrait. » Non, le mot sortit de la bouche de Hélène, avec une force qui surprit tout le monde. « Je viens avec vous, c'est mon fils. » Auguste hocha la tête, reconnaissant dans ce regard maternel quelque chose qu'il était vain de combattre. « Très bien, mais restez avec notre groupe. Ces bois sont traîtres, surtout par ce temps. » Ils se divisèrent en 4 équipes, chacune prenant une direction différente. Hélène se retrouva avec Auguste, le père Dubois et 2 autres hommes qu'elle connaissait à peine. Ils prirent le sentier qui menait vers la forêt de sapins, leurs lanternes découpant des ombres mouvantes sur les troncs noirs. La recherche dura jusqu'à l'aube. Ils explorèrent chaque bosquet, chaque anfractuosité rocheuse, chaque ruisseau gelé. Hélène appelait sans relâche, sa voix devenant de plus en plus rauque, ses mains gercées par le froid, agrippant sa lanterne comme une bouée de sauvetage. Mais la montagne gardait ses secrets, et quand les premières lueurs grises de l'aube percèrent enfin la brume, ils rentrèrent bredouille. Le lendemain fut identique, et le surlendemain aussi.
Toute la population de Valombre participa aux recherches, abandonnant ses activités quotidiennes pour ratisser systématiquement la région. Ils interrogèrent les bergers des alpages voisins, fouillèrent les grottes connues, remontèrent le cours de la rivière jusqu'aux cascades gelées. Au bout d'une semaine, les murmures commencèrent. Assises devant leur porte, à repriser les chaussettes de leurs époux, les femmes parlaient à voix basse des légendes ancestrales. Les hommes, attablés à l'auberge du Chamois Blanc, vidaient leur chope de bière brune en évoquant les histoires que leur grand-père racontait au coin du feu. Mon arrière-grand-mère disait qu'il y avait un pacte, chuchotait Mathilde, la couturière, ses doigts experts ne ralentissant jamais leurs mouvements sur l'étoffe. Avant que l'église soit construite, il y avait ici un temple païen. Les druides honoraient des esprits de la montagne avec des sacrifices. Quand les chrétiens sont arrivés, ils ont conclu un accord. La montagne prendrait son tribut, mais seulement une fois par génération. Sottise, grommela Auguste, mais sa voix manquait de conviction. Nous sommes au XIXe siècle, pas au temps des barbares. Pourtant, même lui ne pouvait nier l'étrangeté de cette disparition. Un enfant ne s'évapore pas ainsi, sans laisser la moindre trace. Et cette brume, effectivement, était venue trop soudainement, trop dense, pour être entièrement naturelle. Hélène, elle, n'écoutait pas ces bavardages. Chaque matin, elle repartait seule dans la montagne, explorant des recoins que les équipes de recherche avaient négligés. Ses vêtements étaient maintenant crottés et déchirés par les ronces. Ses cheveux échappés de son chignon pendaient en mèches folles autour de son visage creusé par l'angoisse. Elle ne mangeait plus, ne dormait que quelques heures par nuit, hantée par des rêves où Émile l'appelait d'un endroit qu'elle ne parvenait jamais à atteindre. Le 10e jour, alors qu'un pâle soleil d'hiver tentait de percer les nuages, elle se dirigea vers une zone qu'elle avait évitée jusque-là, le vieux cimetière. Situé sur une colline qui dominait le village, il abritait les tombes de tous les habitants de Valombre depuis 3 siècles. Certaines stèles étaient si anciennes que les inscriptions avaient été effacées par le temps et les intempéries. D'autres, plus récentes, portaient encore des bouquets de fleurs séchées et des croix de bois. C'est là que reposait son époux, Julien Moreau, mort dans un accident de mine 2 ans plus tôt. Une simple pierre tombale portant son nom et les dates de sa courte existence, 1850-1878. Hélène s'agenouilla devant la tombe, ses mains jointes pressées contre ses lèvres. « Julien », murmura-t-elle, « aide-moi à retrouver notre fils. Je t'en supplie, si ton âme veille encore sur nous, montre-moi le chemin. » Le vent soupira dans les branches des cyprès centenaires qui bordaient le cimetière, faisant grincer leurs ramures comme des ossements. Hélène ferma les yeux, cherchant dans ce bruit une réponse, un signe, n'importe quoi qui pourrait l'éclairer. C'est alors qu'elle l'entendit. Faible, presque imperceptible, porté par le vent, un sanglot d'enfant. Ses yeux s'ouvrirent d'un coup. Elle retint sa respiration, tendant l'oreille. Là, encore. Un petit gémissement plaintif qui semblait venir sous la terre. Le cœur battant, elle se leva et suivit le son, marchant lentement entre les tombes. Le bruit devenait plus distinct à mesure qu'elle se rapprochait d'une section plus ancienne du cimetière, où les sépultures étaient souvent marquées par de simples tas de pierres plutôt que par des monuments élaborés. « D'où me suivez-vous ? Laissez un commentaire. » Et puis elle le vit. Dans un coin reculé, presque caché par un bouquet de genévriers sauvages, il y avait un amas de terre fraîchement retourné. Pas une tombe à proprement parler, plutôt une fosse peu profonde, recouverte à la hâte. Et de cette fosse montait une plainte faible, mais indéniable. « Émile !» cria-t-elle, se jetant à genoux et commençant à gratter la terre de ses mains nues. La terre était meuble, récemment remuée. Ses ongles se brisèrent, ses paumes se lacérèrent sur les cailloux, mais elle continua à creuser avec l'énergie du désespoir. Bientôt, ses doigts rencontrèrent quelque chose de doux, du tissu, une pèlerine bleue, celle qu'Émile portait le jour de sa disparition. Les mains de Hélène tremblaient violemment, tandis qu'elle dégageait délicatement le tissu. La petite pèlerine bleue qu'elle avait elle-même cousue pour protéger son fils des vents glacés de la montagne émergeait lentement de la terre humide. Sous l'étoffe, elle aperçut une boucle blonde, puis un front pâle, puis enfin le visage de son enfant. « Émile !»
Mon Dieu, Émile !» Sa voix se brisa tandis qu'elle l'extirpait complètement de cette tombe improvisée. L'enfant était inconscient mais respirait encore, son souffle formant de petits nuages de vapeur dans l'air froid. Il était très pâle, ses lèvres bleues par le froid et la faim, mais vivant. Miraculeusement vivant après 10 jours dans ce trou. Hélène le serra contre sa poitrine, sentant son petit cœur battre faiblement contre le sien. Des larmes de soulagement coulaient sur ses joues crasseuses, tandis qu'elle murmurait des mots d'amour et de réconfort à l'oreille de son fils. « Maman ?» La voix d'Émile était à peine un murmure, ses grands yeux bleus papillonnant, avant de s'ouvrir complètement. Quand il vit le visage de sa mère, il se mit à pleurer, des sanglots déchirants qui semblaient venir du plus profond de son âme meurtrie. « Je suis là, mon ange. Maman est là. Tout va bien maintenant. » Mais tout n'allait pas bien. En examinant son fils plus attentivement, Hélène remarqua des détails troublants. Ses vêtements, bien qu'humides et souillés, étaient relativement intacts. Il avait perdu du poids, certes, mais pas autant qu'on aurait pu s'y attendre après 10 jours sans nourriture. Et surtout, il y avait dans ses yeux une terreur profonde, une blessure invisible qui allait bien au-delà de la peur d'être enterré vivant. En l'aidant à se lever, elle aperçut quelque chose dans la fosse. Un morceau d'étoffe qui ne faisait pas partie des vêtements d'Émile. Elle se pencha et le ramassa. Un mouchoir de lin fin, brodé d'initiales dorées dans un coin. Ses doigts se crispèrent sur le tissu, tandis qu'elle reconnaissait cette broderie qu'elle avait elle-même réalisée des années auparavant. Les initiales étaient Leclerc, Ave, Auguste Verdier, son beau-frère, le frère de son défunt mari. Le mouchoir tomba de ses mains tremblantes. Une révélation atroce commençait à se former dans son esprit, une vérité si monstrueuse qu'elle refusait d'y croire. Mais les indices étaient là, la fosse creusée à la hâte, l'état d'Émile, et maintenant ce mouchoir qui désignait clairement le coupable. « Émile, » dit-elle doucement, s'agenouillant pour être à la hauteur de son fils. « Mon chéri, peux-tu me dire ce qui s'est passé? Qui t'a emmené ?» L'enfant se recroquevilla contre elle, ses petites mains agrippant sa robe comme si elle risquait de disparaître à nouveau. « L'oncle Auguste » murmura-t-il d'une voix brisée. « Il m'a dit qu'il voulait me montrer quelque chose. Il m'a donné du pain et du lait, mais je ne devais parler à personne. Puis il m'a fait mal, maman. Il m'a fait très mal. » Le sang de Hélène se glaça dans ses veines. Elle ferma les yeux, luttant contre la nausée qui montait en elle. Quand elle les rouvrit, son regard avait changé. Il y avait maintenant quelque chose de dur, de métallique dans ses prunelles vertes, quelque chose qui n'y était pas auparavant. « Il t'a enterré ici ?» demanda-t-elle, s'efforçant de garder sa voix calme. Émile hocha la tête. Il a dit que si je parlais, il reviendrait me chercher. Que personne ne me croirait de toute façon. Mais j'avais peur, maman. J'ai crié, mais personne n'entendait. Hélène comprit alors pourquoi son fils avait survécu si longtemps. Auguste était venu régulièrement, la nuit, pour s'assurer qu'il était toujours en vie, lui apportant juste assez de nourriture pour qu'il ne meure pas. Il jouait avec la terreur de l'enfant, prolongeant son supplice par pure cruauté. Elle ramassa le mouchoir et le glissa dans sa poche. Puis, elle prit Émile dans ses bras et le porta jusqu'à leur maison. En chemin, elle croisa plusieurs villageois qui poussèrent des cris de joie en voyant l'enfant. Margot, la boulangère, courut vers eux, les larmes aux yeux. Le petit Émile. « Dieu soit loué, il est vivant. Où l'avez-vous trouvé ?»« Dans la forêt, » mentit Hélène sans l'ombre d'une hésitation. « Il était caché dans une grotte, terrorisé et affamé, mais vivant. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Bientôt, toute la population du village se pressait devant la maison des Moreau. Auguste Verdier fut parmi les premiers arrivés, son visage exprimant un soulagement qui aurait pu paraître sincère à quiconque ne connaissait pas la vérité. « Hélène, ma chère belle-sœur !» Il s'approcha pour l'embrasser, mais elle recula instinctivement. Quel bonheur de voir le petit sain et sauf! Où était-il donc passé? Elle le regarda droit dans les yeux, cherchant des signes de culpabilité sur ce visage poupin qu'elle croyait connaître. Auguste était un homme respecté dans la communauté,
propriétaire de la plus grande ferme, membre du conseil municipal, bienfaiteur de l'église. Il avait 45 ans, était père de 3 enfants et marié à une femme douce et effacée. Personne n'aurait pu imaginer qu'il cachait de tels instincts monstrueux. Il était dans les bois, répéta-t-elle, perdu et terrifié. Les pauvres enfants ont une telle imagination, dit Auguste en ébouriffant les cheveux d'Émile. L'enfant recula violemment, se cachant derrière sa mère. Il a dû vivre un véritable cauchemar, tout seul dans la nature sauvage. Le père Dubois s'approcha tenant un registre sous son bras. « Il faudra rendre grâce à Dieu pour ce miracle, dit-il de sa voix chevrotante. Un enfant perdu 10 jours dans ces montagnes en plein hiver, c'est la Providence qui l'a protégé. » « Oui, murmura Hélène, la Providence. » Mais dans son cœur, elle savait que ce n'était pas Dieu qui avait sauvé son fils. C'était sa propre détermination et un hasard miraculeux qui l'avait menée au cimetière. Et maintenant qu'elle connaissait la vérité, elle devait décider quoi en faire. Cette nuit-là, après que tous les visiteurs furent partis et qu'Émile eut enfin trouvé le sommeil dans ses bras, Hélène resta éveillée à fixer le plafond de leur petite chambre. Le mouchoir d'Auguste était posé sur la table de chevet, accusateur et silencieux. Elle pourrait aller voir le gendarme du village voisin. Mais qui croirait l'histoire d'un enfant de 5 ans contre celle d'Auguste Verdier? Et même si on la croyait, y aurait-il suffisamment de preuves pour une condamnation? Le mouchoir pourrait avoir été perdu n'importe quand, n'importe comment. De plus, elle connaissait la mentalité de ces petites communautés montagnardes. Un procès, des accusations de cette nature. Cela détruirait non seulement Auguste, mais aussi sa famille innocente, et éclabousserait la réputation du village tout entier. Émile grandirait dans l'ombre de ce scandale, pointé du doigt comme la victime d'un crime innommable. Non, il devait y avoir une autre solution. Dans l'obscurité, Hélène Moreau commença à planifier sa vengeance. Une vengeance qui serait aussi froide et implacable que les vents de la montagne, aussi définitive que la mort elle-même. Elle se leva silencieusement et alla regarder par la fenêtre. Au loin, elle pouvait voir les lumières de la ferme des Verdier, où Auguste dormait probablement d'un sommeil paisible, persuadé que son secret était enterré avec la terreur de l'enfant. Il se trompait. Son secret était maintenant connu, et bientôt il paierait pour ce qu'il avait fait. Les semaines qui suivirent furent étranges. Émile se remettait lentement de son épreuve, mais les cicatrices invisibles mettaient plus de temps à guérir que les blessures physiques. Il sursautait au moindre bruit, refusait de sortir seul, et faisait des cauchemars terribles qui le réveillaient en pleurs. Hélène le gardait près d'elle constamment, surveillant ses moindres réactions. Auguste, lui, continuait sa vie comme si de rien n'était. Il passait régulièrement chez eux, sous prétexte de prendre des nouvelles de son neveu chéri, apportant parfois des pommes de sa ferme ou du lait de ses vaches. Chaque visite était un supplice pour Hélène, qui devait faire semblant de l'accueillir avec reconnaissance, tout en réprimant l'envie de lui planter un couteau dans le cœur. Mais elle était patiente. Elle observait, elle étudiait ses habitudes, elle apprenait ses faiblesses. Auguste était un homme de routine. Tous les jeudis soirs, il allait inspecter ses pâturages d'altitude, vérifiant que ses bêtes n'avaient pas franchi les clôtures. Il empruntait toujours le même sentier, seul, avec une lanterne et son bâton de berger. Ce trajet l'emmenait près des ruines de l'ancienne chapelle Saint-Éloi, un édifice du XIVe siècle qui avait été abandonné après la construction de la nouvelle église au village. C'était là qu'elle le rencontrerait. C'était là qu'elle obtiendrait justice pour son fils. La chapelle en ruine se dressait sur un éperon rocheux, à mi-chemin entre le village et les alpages. Ses murs de pierre sèches, envahis par le lierre et la mousse, abritaient encore les vestiges d'un autel et d'un petit clocher effondré. Les bergers évitaient l'endroit, prétendant qu'il était hanté par les moines qui y avaient vécu autrefois. Cette superstition arrangeait parfaitement Hélène. Le jeudi 18 janvier, alors qu'une nouvelle couche de neige recouvrait la montagne d'un manteau immaculé, elle confia Émile à Margot, prétextant devoir se rendre au village voisin pour des achats. À la place, elle prit le sentier qui menait à la chapelle, emmitouflée dans son manteau le plus sombre,
une longue écharpe dissimulant son visage. Elle arriva bien avant Auguste et se cacha derrière un pan de mur effondré, dans l'ombre d'un contrefort qui avait autrefois soutenu la voûte. De là, elle avait une vue parfaite sur le sentier et pouvait voir arriver quiconque se dirigerait vers les pâturages. L'attente fut longue, le froid mordant s'infiltrait à travers ses vêtements, engourdit ses membres, mais elle ne bougeait pas. Dans sa poche, elle serrait le manche d'un couteau de cuisine, celui-là même qu'elle utilisait pour découper la viande du dimanche. Dans l'autre poche, le mouchoir d'Auguste, pièce à conviction qu'elle comptait bien lui présenter, avant de porter le coup fatal. Vers 9 heures, elle aperçut enfin une lumière vacillante qui remontait le sentier. Auguste apparut bientôt, emmitouflé dans sa houppelande de berger, sa lanterne à huile se balançant au rythme de ses pas. Il sifflotait un air populaire, l'image même de l'insouciance. Hélène attendit qu'il soit presque arrivé à hauteur de la chapelle pour sortir de sa cachette. « Auguste !» Il sursauta violemment, sa lanterne manquant de lui échapper des mains. « Hélène, que faites-vous ici ?»« Il est très tard, et ces chemins sont dangereux la nuit. » Elle s'avança dans le cercle de lumière projeté par sa lanterne, et il put voir son visage. Ce qu'il y lut le fit reculer d'un pas. « Je sais, » dit-elle simplement. « Vous savez quoi ?» Il tentait de garder une voix assurée, mais elle percevait la peur qui commençait à s'insinuer dans ses intonations. Sans un mot, elle sortit le mouchoir de sa poche et le lui tendit. Dans la lumière tremblante de la lanterne, les initiales brodées semblaient briller d'un éclat doré accusateur. Auguste devint livide. « Où avez-vous trouvé ça ?»« Dans la tombe où vous avez enterré mon fils. » Le silence qui suivit cette accusation fut plus glacial que le vent qui sifflait entre les ruines. Auguste fixa le mouchoir pendant de longues secondes, comme s'il pouvait le faire disparaître par la seule force de sa volonté. Puis, lentement, son masque de respectabilité commença à se fissurer. « Vous ne comprenez pas, » dit-il enfin, sa voix tremblant légèrement. « Ce n'est pas ce que vous croyez. »« Vraiment ?» Hélène s'approcha encore, son regard brûlant de haine contenue. « Alors expliquez-moi, Auguste. Expliquez-moi pourquoi mon fils était terrorisé quand je l'ai retrouvé. Expliquez-moi pourquoi il a dit que vous lui aviez fait mal. » Auguste posa sa lanterne sur un bloc de pierre effondré et passa ses mains dans ses cheveux grisonnants. Dans cette lumière vacillante, entourée par les ruines séculaires, il avait quelque chose de spectral, comme si les fantômes de ses crimes venaient de s'emparer de lui. « C'est un malentendu, » murmura-t-il. « Un terrible malentendu. »« Un malentendu ?» La voix de Hélène monta dans les aigus. « Mon enfant enterré vivant, terrorisé, traumatisé, et vous appelez ça un malentendu ?» Elle sortit le couteau de sa poche, la lame réfléchissant les flammes de la lanterne. Auguste recula, mais il était maintenant adossé au mur de la chapelle. « Attendez, Hélène, laissez-moi vous expliquer. » Sa voix se faisait suppliante. « Vous avez le droit de connaître la vérité. Parlez. » Auguste ferma les yeux comme s'il rassemblait son courage. Quand il les rouvrit, Hélène y lut une résignation terrifiante. « Cela a commencé il y a longtemps, avant même que vous épousiez Julien. » Sa voix était maintenant à peine un murmure. « J'ai toujours eu des inclinations particulières, des besoins que ma femme ne pouvait comprendre ou satisfaire. » Hélène sentit son estomac se retourner, mais elle le laissa continuer. « Au début, je luttais contre ces pulsions. Je priais, je me confessais, j'espérais que Dieu m'en délivrerait, mais elles ne faisaient que grandir. » Il se passa la langue sur les lèvres, un geste nerveux qui trahissait sa culpabilité. « Il y a eu d'autres enfants avant Émile. Pas du village, bien sûr, des petits vagabonds, des orphelins de passage que personne ne réclamait. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. » Hélène dut s'appuyer contre le mur pour ne pas s'effondrer. L'horreur de cette révélation dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer. Auguste n'était pas seulement l'agresseur de son fils, mais un prédateur en série qui sévissait depuis des années. « Combien ?» demanda-t-elle d'une voix étranglée. « Je ne sais pas. Une douzaine, peut-être plus. » Il évitait son regard. Il venait de loin. Il repartait, ou ne repartait pas. Dans ces montagnes,
Il y a tant d'accidents possibles. Et Émile? Pourquoi lui? Auguste leva enfin les yeux vers elle, et ce qu'elle y vit la glaça d'épouvante. Il n'y avait plus aucune trace d'humanité dans ce regard, seulement une froide prédation animale. Parce qu'il était là, parce qu'il était innocent et beau, et parce que... Il hésita, puis continua avec une cruelle sincérité, parce que j'aimais l'idée de souiller quelque chose qui vous appartenait. Cette dernière phrase fut celle de trop. Hélène bondit vers lui, le couteau levé, mais Auguste était plus fort et plus rapide qu'elle ne l'avait anticipé. Il lui saisit le poignet et tordit brutalement, la forçant à lâcher l'arme. « Vous pensiez vraiment pouvoir me tuer ?» ricana-t-il. « Une petite veuve, fragile contre un homme de ma corpulence ?» Il la plaqua contre le mur de pierre, ses mains puissantes encerclant sa gorge. « J'aurais pu vous épargner, vous savez. Si vous n'aviez rien dit, si vous aviez gardé vos soupçons pour vous, j'aurais pu me contenter d'Émile. Mais maintenant... » Hélène luttait pour respirer, ses ongles griffant les mains qui l'étranglaient. Dans son champ de vision qui se rétrécissait, elle aperçut soudain une silhouette qui émergea de l'ombre d'un pilier effondré. Une forme sombre et imposante qui s'approchait silencieusement d'Auguste. « Lâchez-la immédiatement !» La voix était froide comme l'acier, chargée d'une autorité qui fit sursauter Auguste. Il relâcha sa prise et se retourna vivement. Dans la lumière vacillante de la lanterne, apparut un homme grand et mince, vêtu d'un long manteau noir. Ses cheveux étaient blancs, malgré un visage relativement jeune, et ses yeux, d'un gris métallique, semblaient percer l'obscurité. « Qui êtes-vous » balbutia Auguste. « Comment osez-vous ?»« Je suis l'inspecteur Lucien Morvan de la gendarmerie de Chamonix, » répondit l'homme en montrant un insigne. « Et vous, monsieur Verdier, vous êtes en état d'arrestation. » Hélène, qui massait sa gorge endolorie, le regarda avec stupéfaction. Un gendarme. Ici? Comment était-ce possible? L'inspecteur Morvan semblait lire dans ses pensées. Madame Moreau, cela fait 3 mois que nous enquêtons sur une série de disparitions d'enfants dans la région alpine. Votre signalement nous avait échappé car votre fils a été retrouvé vivant, mais certains détails de votre histoire nous ont mis la puce à l'oreille. Il s'approcha d'Auguste, qui reculait maintenant vers le fond de la chapelle. Quand vous avez déclaré avoir trouvé Émile dans la forêt, plusieurs témoins ont remarqué que l'enfant sentait la terre fraîche et avait des traces de chaux sous les ongles. De la chaux qu'on ne trouve que dans les vieux cimetières, monsieur Verdier. Auguste regardait frénétiquement autour de lui, cherchant une issue. Vous n'avez aucune preuve. C'est la parole d'une hystérique contre celle d'un notable respecté. Détrompez-vous. L'inspecteur sortit un carnet de sa poche. Nous avons retrouvé 3 autres fosses dans les montagnes environnantes. 3 petites tombes contenant les restes d'enfants âgés de 5 à 8 ans. Et dans chacune d'elles, nous avons trouvé des objets personnels vous appartenant. Le visage d'Auguste se décomposa. C'est impossible. J'ai été si prudent. Prudent? L'inspecteur eut un sourire sans joie. Vous avez laissé des traces partout, Verdier, vos initiales gravées sur une boucle de ceinture, un bouton de votre gilet, et même votre pipe en écume de mer dans la dernière tombe. Nous vous filons depuis 1 semaine. Soudain, Auguste poussa un rugissement bestial et se rua vers la sortie de la chapelle. Mais l'inspecteur était prêt. D'un geste fluide, il sortit un revolver de son holster et tira. La détonation résonna comme le tonnerre entre les murs de pierre. Auguste s'effondra, touché à la jambe. Il rampa sur le sol gelé, laissant une traînée de sang sombre sur la neige. « Vous ne comprenez pas, » gémit-il. « J'étais malade, j'avais besoin d'aide, pas d'une balle. »« L'aide, c'était avant de tuer des innocents, » répondit froidement l'inspecteur. Il se tourna vers Hélène. « Madame, êtes-vous blessée ?» Hélène secoua la tête, encore sous le choc de cette révélation. « Comment avez-vous su que je serais ici ce soir ?» Nous surveillions les habitudes de Verdier. Tous les jeudis, il empruntait ce sentier, et nous avions remarqué que vous le suiviez parfois de loin. Il était évident que vous saviez quelque chose et que vous cherchiez la confrontation. L'inspecteur s'agenouilla près d'Auguste pour examiner sa blessure. « Vous avez de la chance, Verdier. La balle n'a fait que traverser les chairs. Vous vivrez assez longtemps pour être jugé et exécuté. » Puis, se relevant, il ajouta d'un ton plus doux, « Madame Moreau,
Je dois vous dire que votre courage a permis de sauver d'autres vies. Sans votre témoignage et celui de votre fils, nous n'aurions jamais pu établir le lien entre toutes ces disparitions. » Hélène contemplait Auguste qui gisait dans la neige, gémissant de douleur et de terreur. Toute la haine qu'elle avait accumulée pendant des semaines semblait soudain s'évaporer, remplacée par un sentiment de vide étrange. Justice était faite, mais d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. « Il y aura un procès ?» demanda-t-elle. « Oh oui, et il sera exemplaire. L'affaire fera grand bruit dans toute la Suisse. Verdier paiera pour ses crimes, soyez-en certaine. » Pendant que l'inspecteur ligotait le blessé avec des cordes qu'il avait apportées, Hélène ramassa son couteau tombé dans la neige. Elle le contempla un moment, réalisant à quel point elle avait été proche de devenir elle-même une meurtrière. « Madame, » reprit l'inspecteur, « je dois vous demander de ne parler de cette affaire à personne pour l'instant. L'enquête n'est pas terminée, et nous soupçonnons que Verdier avait peut-être des complices. » Des complices? Elle frissonna à cette idée. Un homme seul ne peut pas faire disparaître autant d'enfants sans aide. Il faut quelqu'un pour les attirer, pour faire le guet, pour se débarrasser des preuves. Il évita son regard. Nous devons être certains que tout le réseau est démantelé avant de rendre l'affaire publique. Cette révélation glaça Hélène. L'idée qu'il puisse y avoir d'autres monstres dans son village, d'autres personnes qu'elle côtoyait quotidiennement et qui participaient à ces horreurs, lui donnait la nausée. « Qui ?» demanda-t-elle simplement. « Nous l'ignorons encore, mais nous le découvrirons. » L'inspecteur hissa Auguste sur ses épaules avec une force surprenante. « En attendant, rentrez chez vous, serrez votre fils dans vos bras et tâchez d'oublier cette nuit. La justice humaine se chargera du reste. » Mais tandis qu'elle redescendait vers le village, à la lueur de sa lanterne, Hélène ne pouvait s'empêcher de penser que cette histoire était loin d'être terminée. La révélation de l'inspecteur sur de possibles complices changeait tout. Qui, parmi les visages familiers de Valombre, cachait des secrets aussi terribles? Et surtout, comment pourrait-elle regarder ses voisins de la même façon, sachant qu'un ou plusieurs d'entre eux avaient peut-être participé au calvaire de son fils? Les jours qui suivirent l'arrestation d'Auguste Verdier furent parmi les plus étranges que Valombre ait jamais connus. La nouvelle de son interpellation pour meurtre d'enfant s'était répandue comme une traînée de poudre malgré les consignes de silence de l'inspecteur Morvan. Dans un village de 300 âmes, il était impossible de garder un tel secret bien longtemps. Hélène observait les réactions de ses concitoyens avec une attention nouvelle, cherchant dans leurs expressions et leurs paroles les indices que l'inspecteur lui avait dit de guetter. Qui baissait les yeux quand on parlait d'Auguste? Qui semblait trop surpris ou au contraire pas assez? Qui posait des questions trop précises sur l'enquête? Le comportement de certaines personnes commença effectivement à lui paraître suspect. Le père Dubois, par exemple, semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Ses mains tremblaient constamment maintenant, et il bégayait quand on lui adressait la parole. Lors de la messe du dimanche, il avait failli s'évanouir en montant en chair, et son sermon sur le péché et la rédemption avait été particulièrement véhément. Margot, la boulangère, elle aussi semblait changer. Habituellement bavarde et curieuse, elle était devenue silencieuse et fuyante. Quand Hélène lui avait demandé ce qu'elle pensait de l'affaire Verdier, Margot avait simplement murmuré « Les voies du Seigneur sont impénétrables » avant de s'enfermer dans son fournil. Mais c'est le comportement d'Henri, le forgeron, qui intrigua le plus Hélène. Cet homme taciturne de nature était devenu complètement mutique depuis l'arrestation. Il travaillait dans sa forge du matin au soir, martelant le fer avec une violence inhabituelle, comme s'il cherchait à noyer ses pensées dans le bruit de son enclume. Le mercredi soir, 5 jours après les événements de la chapelle, l'inspecteur Morvan vint frapper à la porte de Hélène. Il avait l'air épuisé. Ses vêtements étaient froissés et ses yeux cernés trahissaient plusieurs nuits d'insomnie. « Madame Moreau, j'ai besoin de votre aide », dit-il sans préambule. Verdier a parlé. Hélène le fit entrer et lui servit un bol de soupe chaude. Émile dormait déjà dans la chambre et elle baissa la voix pour ne pas le réveiller. « Que vous a-t-il dit ?»« Il a avoué 12 meurtres sur une période de 15 ans,
mais il prétend avoir agi seul. L'inspecteur but une gorgée de soupe et soupira. Le problème, c'est que son histoire ne tient pas debout. Comment un homme seul peut-il enlever des enfants sans être vu, les garder prisonniers, puis faire disparaître les corps? Il sortit un carnet de sa poche et l'ouvrit. Prenez votre fils, par exemple. Verdier prétend l'avoir enlevé lors d'une promenade près de l'église, mais plusieurs témoins l'ont vu à sa ferme à ce moment-là, en train de réparer une clôture. Il ment pour couvrir quelqu'un. Qui soupçonnez-vous? C'est là que j'ai besoin de vous. Vous connaissez ces gens depuis toujours. Qui aurait pu avoir accès à Émile sans éveiller les soupçons? Qui aurait pu l'attirer loin de chez vous? Hélène réfléchit intensément. Qui Émile suivrait-il sans méfiance? Le père Dubois, dit-elle finalement. Émile l'aimait bien. Il lui donnait parfois des images pieuses et... Elle s'interrompit, frappée par un souvenir. Mon Dieu! Le soir de la disparition, j'ai croisé le père Dubois dans la rue. Il m'a dit qu'il avait vu Émile près de l'église vers 4 heures. Mais comment pouvait-il être si précis sur l'heure? L'inspecteur hocha la tête. Continuez. Et puis, il y a eu cette réflexion étrange sur la brume qui n'était pas naturelle, sur la montagne qui réclamait son dû, comme s'il essayait de détourner l'attention vers des causes surnaturelles. D'autres suspects? Hélène hésita. Margot m'a proposé de garder Émile plusieurs fois ces derniers mois. Elle disait que j'avais l'air fatigué, que j'avais besoin de repos. À l'époque, j'ai trouvé ça gentil, mais maintenant... L'inspecteur prenait des notes rapidement. Quelqu'un d'autre? Henri, le forgeron, il a toujours été bizarre avec les enfants. Trop affectueux, trop tactile. Sa femme n'a jamais pu avoir d'enfants. Et parfois je le voyais regarder les petits du village avec une expression troublante. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. L'inspecteur referma son carnet. Ces 3 noms correspondent aux informations que nous avons recueillies dans les autres villages. Il semble qu'un prêtre, une femme d'âge moyen et un artisan soient impliqués dans chaque disparition. Il se leva. Nous allons procéder aux arrestations cette nuit, mais je veux que vous restiez chez vous avec Émile. Verrouillez bien votre porte. Vous pensez qu'il pourrait s'en prendre à nous? Des gens acculés sont capables de tout, et vous êtes la seule personne qui puisse témoigner contre eux. Après le départ de l'inspecteur, Hélène ne put trouver le sommeil. Elle resta assise près de la fenêtre, guettant les bruits de la nuit. Vers 2 heures du matin, elle vit des silhouettes se déplacer furtivement dans les rues du village. Les gendarmes procédaient aux arrestations. Un cri déchira soudain la nuit, puis des éclats de voix, des bruits de lutte. Une lanterne se brisa dans un fracas de verre. Un coup de feu retentit, suivi d'un silence pesant. Hélène serra Émile endormi contre elle, priant pour que ce cauchemar prenne enfin fin. Le matin révéla l'ampleur du drame. Le père Dubois avait été trouvé pendu dans le clocher de l'église, ayant préféré la mort au déshonneur. Margot avait tenté de s'enfuir et avait été abattue par les gendarmes près de la frontière française. Quant à Henri, il s'était rendu sans résistance, mais avait refusé de prononcer un seul mot. L'inspecteur Morvan vint voir Hélène dans l'après-midi. Il paraissait soulagé, mais épuisé. « C'est fini », annonça-t-il. « Nous avons retrouvé dans la cave d'Henri des preuves accablantes, des vêtements d'enfants, des jouets et d'autres choses que je ne peux décrire. » Il s'assit lourdement sur une chaise. Dubois attirait les enfants avec des bonbons et des images pieuses. Margot les gardait dans sa boulangerie, dans une cave secrète derrière le fournil. Henri se chargeait du reste. Et Verdier supervisait tout, choisissait les victimes, organisait les enlèvements. Comment ont-ils pu faire ça pendant si longtemps sans être découverts? Ils étaient intelligents. Ils ne s'attaquaient jamais aux enfants du village même, seulement aux petits de passage, aux orphelins, aux enfants de familles itinérantes que personne ne rechercherait vraiment. L'inspecteur secoua la tête. « Votre fils a été leur première erreur. En s'attaquant à un enfant de Valombre, ils ont pris un risque qui leur a été fatal. » Hélène frissonna. « Pourquoi, Émile? Qu'avait-il de spécial ? D'après les aveux partiels d'Henri, Verdier était obsédé par vous depuis la mort de votre mari.
Il voulait vous faire souffrir, vous briser pour mieux vous posséder ensuite. S'en prendre à votre fils était pour lui le moyen ultime de vous détruire psychologiquement. Cette révélation fit vaciller Hélène. Penser qu'Auguste avait tout planifié, qu'il avait voulu la réduire à sa merci en martyrisant son enfant, dépassait l'entendement. Que va-t-il leur arriver maintenant? Verdier et Henri passeront en jugement à Genève dans 3 mois. Ils seront très probablement condamnés à mort et exécutés. L'inspecteur se leva. Quant à vous et à votre fils, je vous conseille fortement de quitter Valombre. Cette histoire va faire scandale dans toute l'Europe. Les journalistes vont débarquer, les curieux aussi. Ce village ne retrouvera jamais sa tranquillité. Hélène hocha la tête. Elle y avait déjà pensé. Comment élever Émile dans un endroit où chaque pierre rappellerait son calvaire? Comment vivre parmi des gens qui la regarderaient toujours comme la mère de l'enfant du cimetière? Où pourrions-nous aller? J'ai un frère qui tient une auberge près du lac Léman. Il cherche une gouvernante pour s'occuper de sa maison et de ses 3 enfants. Si vous voulez, je peux arranger une rencontre. Ce serait merveilleux. L'inspecteur lui tendit une carte. Réfléchissez-y et prenez votre temps. L'enquête n'est pas complètement terminée. Nous aurons encore besoin de votre témoignage. Mais d'ici quelques semaines, vous pourrez recommencer une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Ces mots résonnaient dans l'esprit de Hélène comme une promesse de rédemption. Loin de Valombre, loin des souvenirs terrifiants, elle et Émile pourraient peut-être retrouver la paix. Mais cette nuit-là, tandis qu'elles préparaient silencieusement leurs affaires, Hélène ne put s'empêcher de penser à tous ces enfants innocents qui avaient péri à cause de la monstruosité de 4 personnes qu'elle croyait connaître. Combien de familles avaient pleuré des disparitions inexpliquées? Combien de mères avaient cherché leurs petits sans jamais les retrouver? La justice humaine suivrait son cours, mais certaines blessures ne guériraient jamais complètement. 6 mois plus tard, par une belle matinée de juin 1881, Hélène Moreau, qui avait repris son nom de jeune fille, Hélène Rousseau, étendait le linge dans la cour de l'auberge des 3 Cygnes, sur les rives du lac Léman. L'air était doux, parfumé par les roses grimpantes qui ornèrent la façade de l'établissement, et le lac miroitait sous un soleil généreux qui faisait danser des reflets dorés sur l'eau. Émile jouait dans le jardin avec les enfants de Marc Morvan, le frère de l'inspecteur. À 7 ans, Clara était la plus âgée, suivie de Paul, 6 ans, et de la petite Mathilde, 4 ans à peine. Voir son fils rire aux éclats en poursuivant un papillon était pour Hélène le plus beau des spectacles. Lentement mais sûrement, l'enfant surmontait ses traumatismes. « Madame Rousseau !» appela Marc depuis la terrasse de l'auberge. C'était un homme robuste d'une 50aine d'années, au visage buriné par le soleil et marqué par la bienveillance. Veuf lui aussi, il dirigeait seul son établissement depuis la mort de sa femme 3 ans plus tôt. « Un client demande à vous parler. » Hélène fronça les sourcils. Elle évitait autant que possible le contact avec la clientèle, préférant s'occuper des tâches ménagères et de l'éducation des enfants. Marc respectait ce choix et ne l'importunait jamais avec les affaires de l'auberge. « Il dit qu'il vous connaît, » ajouta Marc. « Un monsieur distingué, avec un accent français. Il prétend venir de Paris. » Le cœur de Hélène se serra. Depuis leur installation au bord du lac, elle vivait dans la terreur constante d'être reconnue par un journaliste ou un curieux. L'affaire Verdier avait effectivement fait grand bruit, comme l'avait prédit l'inspecteur Morvan. Les journaux de Genève, de Zurich et même de Paris avaient consacré des pages entières à ce qu'ils appelaient l'affaire des enfants de Valombre. Heureusement, les autorités avaient protégé l'identité d'Émile et la sienne, mais elles savaient que certains enquêteurs privés tentaient de les retrouver pour alimenter leurs articles sensationnalistes. « Dites-lui que je ne reçois personne, » répondit-elle. « Je suis malade. Il a dit que c'était au sujet de votre mari, de Julien. » Cette précision stoppa net Hélène. Julien? Qui pouvait vouloir lui parler de son défunt époux? Et comment cette personne avait-elle pu la retrouver sous sa nouvelle identité? Poussée par une curiosité plus forte que sa prudence, elle ôta son tablier et se dirigea vers l'auberge.
Dans le salon principal, un homme élégant d'une quarantaine d'années l'attendait, assis près de la grande cheminée de pierre. Il portait un costume de voyage de belle facture et tenait un chapeau haut de forme sur ses genoux. Ses cheveux châtains étaient soigneusement peignés et une fine moustache ornait sa lèvre supérieure. « Madame Moreau », dit-il en se levant avec courtoisie. « Ou devrais-je dire Madame Rousseau ? Pardonnez cette intrusion, mais j'ai fait un long voyage pour vous rencontrer. »« Qui êtes-vous » demanda-t-elle, restant prudemment près de la porte. « Permettez-moi de me présenter. Docteur Étienne Beaumont, médecin légiste à la préfecture de police de Paris. » Il sortit une carte de sa poche et la lui tendit. « Je travaille sur une enquête qui concerne indirectement l'affaire Verdier. » Hélène examina la carte. Elle semblait authentique. « Que me voulez-vous ? » ?»« Rassurez-vous, je ne suis pas journaliste et votre secret sera préservé. Mais j'ai besoin de votre aide pour résoudre une énigme qui me préoccupe depuis des mois. » Il retourna s'asseoir et l'invita d'un geste à prendre place en face de lui. Après une brève hésitation, Hélène accepta. « Vous savez probablement que Verdier et son complice Henri ont été exécutés le mois dernier à Genève, » commença le docteur Beaumont. Hélène hocha la tête. L'inspecteur Morvan lui avait écrit pour l'en informer. Elle avait ressenti un mélange de soulagement et de vide en apprenant la nouvelle. Justice était faite, mais cela ne ramènerait pas les enfants morts. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'avant de mourir, Verdier a fait des révélations troublantes sur d'autres affaires. Il a mentionné le nom de votre défunt mari. Julien ? Hélène sentit son sang se glacer. Que ? Qu'a-t-il dit ? Il a prétendu que la mort de Julien Moreau dans cette mine n'était pas accidentelle. Qu'il avait été assassiné parce qu'il avait découvert quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Le monde sembla vaciller autour d'Hélène. Elle s'agrippa aux accoudoirs de son fauteuil pour ne pas s'effondrer. C'est impossible. Julien est mort dans un éboulement. Il y a eu une enquête, des témoins qui travaillaient tous pour Auguste Verdier, précisa doucement le docteur Beaumont. La mine appartenait à sa famille, n'est-ce pas ? Et votre mari était le contremaître. C'était vrai. Hélène l'avait oublié, ou plutôt refoulé. La mine de cuivre de Valombre était la propriété des Verdier depuis 3 générations. Julien y travaillait depuis l'âge de 16 ans, gravissant peu à peu les échelons jusqu'à devenir contremaître. Que prétendait-il que Julien avait découvert ? Le docteur Beaumont sortit un dossier de sa mallette. D'après les dernières déclarations de Verdier, votre mari avait trouvé des ossements d'enfants dans une galerie abandonnée de la mine. Il avait compris que Verdier et ses complices utilisaient cet endroit pour faire disparaître les corps de leurs victimes. Hélène porta ses mains à sa bouche, horrifiée. Mon Dieu, Julien aurait menacé de tout révéler. Alors Verdier l'a fait tuer, en maquillant le meurtre en accident. Le docteur referma le dossier. Bien sûr, nous n'avons que la parole d'un condamné à mort, et Verdier avait peut-être ses raisons de mentir. Mais j'aimerais vérifier cette version des faits. Comment ? En exhumant le corps de votre mari. Une autopsie moderne pourrait révéler la véritable cause de sa mort. Hélène se leva brusquement et fit quelques pas vers la fenêtre. Au dehors, les enfants continuaient à jouer insouciants, leur rire cristallin contrastant cruellement avec l'horreur de cette révélation. « Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez ?» dit-elle d'une voix étranglée. « Profaner la tombe de mon époux ? Réveiller des douleurs que j'essaie d'oublier ? Je comprends votre réticence. Mais songez à ceci, si Verdier disait la vérité, votre mari est mort en héros, en tentant de sauver des enfants innocents. N'a-t-il pas droit à cette reconnaissance posthume ? » Ces mots touchèrent Hélène au plus profond de son cœur. Julien avait toujours été un homme juste, incapable de fermer les yeux sur l'injustice. S'il avait vraiment découvert les crimes de Verdier, il aurait effectivement tout tenté pour les empêcher, même au péril de sa vie. « Et s'il s'avère que Verdier mentait ?» demanda-t-elle. « Alors nous refermerons le dossier et votre mari reposera en paix avec la certitude que sa mort était bien accidentelle. » Le docteur se leva à son tour. « Madame, je ne vous force à rien. Mais cette enquête pourrait apporter la paix à d'autres familles, révéler l'existence d'autres victimes,
permettre enfin de faire toute la lumière sur cette terrible affaire. Hélène réfléchit longuement. Au bout d'une dizaine de minutes, elle se tourna vers le docteur Beaumont. « Si j'accepte, cette exhumation restera-t-elle secrète ? » « Absolument. Seuls mes assistants et moi-même y procéderons, de nuit, dans la plus grande discrétion. Et les résultats ? Ils ne seront connus que des autorités judiciaires. Votre nom et celui de votre fils ne seront jamais mentionnés publiquement. » Hélène prit une profonde inspiration. « Très bien, faites ce que vous devez faire. » 3 semaines plus tard, le docteur Beaumont revint à l'auberge. Son expression grave indiquait qu'il avait des nouvelles importantes à communiquer. « Les résultats de l'autopsie confirment les soupçons, » annonça-t-il sans préambule. « Votre mari n'est pas mort écrasé par des rochers. Il a reçu un violent coup à l'arrière du crâne, probablement asséné avec une barre de mine. Puis son corps a été placé sous les éboulis pour faire croire à un accident. » Hélène ferma les yeux, partagée entre la douleur de confirmer le meurtre de son époux et une étrange satisfaction de savoir enfin la vérité. « Nous avons également fouillé la mine, » continua le docteur. « Nous y avons effectivement trouvé les restes de 6 enfants dans la galerie que Verdier avait mentionnée. Votre mari est vraiment mort en tentant de révéler ses crimes. »« 6 enfants de plus, » murmura Hélène. « Mon Dieu, jusqu'où allait leur monstruosité ?» L'enquête révèle que ce réseau opérait depuis au moins 20 ans. Au total, nous pensons qu'ils ont assassiné une 30aine d'enfants. Le docteur rangea ses papiers. « Grâce à votre courage, madame, et à celui de votre défunt époux, cette chaîne d'horreur a enfin été brisée. » Il se leva et se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Il y a autre chose que vous devez savoir. Les autorités ont décidé d'ériger un monument à la mémoire des victimes dans le cimetière de Valombre. Le nom de Julien Moreau y figurera en bonne place, comme celui d'un héros qui a donné sa vie pour protéger des innocents. » Après le départ du docteur Beaumont, Hélène resta longtemps assise dans le salon silencieux de l'auberge. Les rires des enfants dans le jardin lui parvenaient par la fenêtre ouverte, mélange de joie pure et d'innocence retrouvée. Émile semblait avoir oublié les terreurs de Valombre, ou du moins avait-il appris à vivre avec elles. Elle sortit de sa poche la dernière lettre qu'elle avait reçue de l'inspecteur Lucien Morvan. Il lui annonçait sa mutation à Lyon, et la remerciait encore une fois pour son aide dans cette enquête qui avait marqué sa carrière. Il lui racontait aussi que Valombre était maintenant presque déserté. Les familles partaient une à une, incapables de vivre dans un village entaché par tant d'horreurs. L'église était fermée, l'école aussi. Seuls quelques vieillards s'accrochaient encore à leurs souvenirs et à leurs maisons de pierre. « Maman ?» La voix d'Émile l'attira de ses pensées. Son fils se tenait dans l'embrasure de la porte, les cheveux ébouriffés par ses jeux, ses joues roses par le soleil. À 6 ans, il grandissait vite, et Hélène voyait parfois dans ses traits les contours de l'homme qu'il deviendrait. « Oui, mon ange, Marc dit que nous pourrions aller voir les cygnes sur le lac demain. Tu veux venir avec nous ?» Hélène sourit, le premier vrai sourire qu'elle se permettait depuis des mois. « Bien sûr, mon cœur, nous irons voir les cygnes. » Émile courut la serrer dans ses bras, et elle le pressa contre elle, en fermant les yeux. Dans cette étreinte, elle sentit toute la force de l'amour maternel qui l'avait poussée à affronter les ténèbres pour sauver son enfant. Cet amour qui avait été plus fort que la peur, plus tenace que le désespoir, plus implacable que la haine. Ce soir-là, pour la première fois depuis leur arrivée au bord du lac Léman, Hélène ne fit pas de cauchemar. Elle rêva de Julien, non plus comme la victime brisée qu'elle avait pleurée, mais comme le héros qu'il avait toujours été. Dans son rêve, il lui souriait et lui disait que leur fils grandirait dans la lumière, loin des ombres de Valombre. Le lendemain matin, elle écrivit une longue lettre à l'inspecteur Morvan, lui donnant leur nouvelle adresse et l'autorisant à la communiquer aux familles des autres victimes qui souhaiteraient la rencontrer. Elle avait compris que sa guérison passerait aussi par le partage de sa douleur avec ceux qui avaient vécu la même tragédie. Puis elle aida Marc à préparer le petit déjeuner pour les clients de passage, surveilla les devoirs de Clara et de Paul, et brossa les longs cheveux blonds de la petite Mathilde. Ces gestes simples du quotidien, ces responsabilités ordinaires,
lui donnait l'impression de reprendre pied dans une existence normale. L'après-midi, comme promis, ils allèrent tous ensemble au bord du lac regarder les cygnes. Émile était fasciné par ces oiseaux majestueux qui glissaient sur l'eau avec une grâce infinie. Il tendait la main vers eux, en riant, essayant de les appeler. « Ils sont beaux, n'est-ce pas ?» dit Marc en s'asseyant sur l'herbe à côté de Hélène. « Magnifique !» répondit-elle. « Et libre !» Marc la regarda avec cette compréhension silencieuse qu'il avait développée au fil des mois. Il savait qu'elle portait des blessures invisibles, sans connaître exactement leur nature, et il respectait son besoin de silence sur le passé. « La liberté, c'est ce qu'il y a de plus précieux, » dit-il doucement, « et vous l'avez reconquise, vous et votre fils. » Hélène hocha la tête. C'était vrai. Ils étaient libres maintenant. Libre de la terreur, libre du passé, libre de construire un avenir nouveau sous de nouveaux noms dans un nouveau lieu. Quelques mois plus tard, à l'automne 1881, Hélène reçut une lettre qui la bouleversa. Elle était signée d'une certaine Marie Delacroix, mère d'un petit garçon de 7 ans qui avait disparu près de Chamonix 3 ans auparavant. La femme avait obtenu son adresse par l'inspecteur Morvan et souhaitait la rencontrer. « Je sais que mon Pierre est mort », écrivait-elle. « Les gendarmes ont retrouvé ses vêtements dans cette mine maudite. Mais j'ai besoin de parler à quelqu'un qui a vécu la même chose que moi, quelqu'un qui peut comprendre ce que c'est de perdre un enfant à cause de ces monstres. » Hélène organisa cette rencontre, puis d'autres. Bientôt, l'auberge des Trois Cygnes devint un lieu de pèlerinage discret pour les familles endeuillées. Elle venait de toute la Suisse et de la France voisine, ces mères et ces pères brisés qui cherchaient du réconfort auprès de celle qui avait eu la chance de retrouver son enfant vivant. Ces rencontres, douloureuses mais nécessaires, aidèrent Hélène à donner un sens à son épreuve. Elle réalisait que son témoignage pouvait aider d'autres familles à faire leur deuil, à surmonter leur culpabilité, à retrouver goût à la vie. Un jour de printemps 1882, presque 2 ans après leur installation au bord du lac, Marc demanda Hélène en mariage. Il le fit simplement, sans romantisme excessif, avec cette honnêteté bourrue qui le caractérisait. « Je ne cherche pas à remplacer votre mari, lui dit-il, mais j'aimerais que nous formions une vraie famille, tous ensemble. Les enfants vous adorent. Et moi aussi je vous aime, à ma manière. » Hélène prit le temps de réfléchir. Elle aimait Marc, d'un amour différent de celui qu'elle avait porté à Julien, mais réel et profond. Et surtout, elle savait qu'Émile avait besoin d'une figure paternelle stable pour grandir sereinement. Elle accepta, et ils se marièrent discrètement dans la petite église du village voisin, en présence des 4 enfants et de quelques amis. Ce fut une cérémonie simple et émouvante, où les larmes de joie se mêlèrent aux souvenirs apaisés du passé. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar. Lac Léman, automne 1895. 15 ans avaient passé depuis les événements tragiques de Valombre. Hélène, maintenant Hélène Morvan, regardait par la fenêtre de sa cuisine l'homme de 20 ans qu'était devenu Émile. Il aidait Marc à réparer la jetée de l'auberge, ses gestes précis trahissant l'héritage paternel de son père adoptif. Émile avait grandi en homme bon et équilibré, sans jamais laisser transparaître les cicatrices de son enfance traumatisée. Il étudiait le droit à Genève et rêvait de devenir avocat pour défendre les innocents, disait-il. Hélène savait que ce choix de carrière n'était pas un hasard. Clara avait épousé un instituteur du village voisin et attendait son premier enfant. Paul travaillait avec son père à l'auberge et montrait des dispositions remarquables pour la gestion. Quant à Mathilde, devenue une jeune fille de 17 ans, elle se destinait à l'enseignement. Marc avait maintenant 65 ans. Ses cheveux étaient tout blancs, mais sa vitalité restait intacte. Il dirigeait toujours l'auberge des Trois Cygnes, devenue l'une des plus réputées de la région. Ils avaient eu ensemble 2 autres enfants, Antoine, maintenant âgé de 12 ans,
et Sophie, 10 ans, qui ne savait rien du passé terrible de leur mère. Ce matin-là, Hélène avait reçu une lettre de l'inspecteur Morvan, maintenant commissaire à Lyon et près de la retraite. Il lui annonçait que les dernières maisons de Valombre venaient d'être définitivement abandonnées. Le village était maintenant une ville fantôme, rendue à la nature sauvage de la montagne. Peut-être est-ce mieux ainsi, lui écrivait-il. Certains lieux portent en eux tant de souffrances qu'il vaut mieux les laisser mourir en paix. Vous avez eu raison de partir, Hélène. Vous avez construit quelque chose de beau loin de ces ombres. Cette lettre ne l'attrista pas. Au contraire, elle y vit un symbole de libération finale. Valombre et ses secrets étaient maintenant ensevelis sous la végétation et l'oubli. Les monstres qui l'avaient souillé étaient morts depuis longtemps. Les innocents qu'ils avaient martyrisés reposaient en paix dans le cimetière devenu sauvage, leur tombe fleurie par les anémones et les gentianes de montagne. Hélène plia soigneusement la lettre et la rangea dans le tiroir de son secrétaire, avec toutes les autres correspondances liées à cette époque révolue. Puis elle sortit dans le jardin pour cueillir des roses qu'elle disposerait sur les tables de la salle à manger. L'automne dorait les feuilles des arbres centenaires qui bordèrent la propriété. Au loin, le lac miroitait sous un soleil doux et les cygnes glissaient majestueusement sur l'eau calme. Cette image de sérénité résumait parfaitement ce qu'était devenu sa vie, un havre de paix conquis sur les ténèbres du passé. Émile l'aperçut, depuis la jetée, et lui adressa un grand geste de la main. Elle lui répondit par un sourire radieux, ce sourire d'une mère qui avait réussi à sauver son enfant non seulement des griffes de ses bourreaux, mais aussi de l'ombre de ses traumatismes. Ce soir-là, comme chaque soir depuis 15 ans, elle bordait les plus jeunes et embrassa tendrement Émile avant qu'il ne remonte dans sa chambre pour étudier. Puis elle rejoignit Marc dans leur lit conjugal, se blottit contre lui et s'endormit paisiblement, bercée par le clapotis des vagues du lac contre les roseaux de la rive. Dans ses rêves, elle ne voyait plus les ombres terrifiantes de Valombre, mais seulement la lumière dorée d'un avenir serein où l'amour avait triomphé de la haine, où la vie avait vaincu la mort, où l'innocence retrouvée brillait comme un phare dans la nuit définitivement chassée. L'histoire du terrible cas de la petite Sofia Duarte, car c'est ainsi que les journaux de l'époque avaient baptisé l'affaire, se trompant sur le prénom de l'enfant, était devenue une légende locale, racontée aux veillées, pour effrayer les enfants désobéissants. Mais pour Hélène et Émile Morvan, c'était simplement le prologue d'une vie nouvelle, une vie où chaque jour apportait sa dose de bonheur simple et de paix reconquise. Et parfois, quand le vent soufflait du côté des montagnes, on pouvait entendre dans son murmure l'écho lointain d'une berceuse qu'une mère chantait à son enfant retrouvé comme un hymne éternel à la force indestructible de l'amour maternel. Cette histoire, inspirée de faits divers réels du XIXe siècle, nous rappelle que même dans les moments les plus sombres de l'existence humaine, l'amour d'une mère peut accomplir des miracles et que la justice, bien que parfois tardive, finit toujours par triompher du mal. L'héroïsme ne se mesure pas toujours aux grands gestes d'éclat, mais parfois à la simple détermination d'une femme prête à tout pour sauver son enfant.